Le 3 juin 1952, je me présente à Florène, chez le major l'allemand qui commande la base, ensuite chez le major Smets qui est le commandant du groupe de vol, et je suis affecté à la 2e escadrille, la Comète. Mon commandant d'escadrille est le capitaine Crickley. Et les 3 commandants de flight sont le capitaine Caillot, le capitaine Temmans et le capitaine de De Ruyter. Et il y a dans l'escadrille encore 2-3 anciens belges, des gens brevetés en Belgique, et puis quelques représentants des 2 premières promotions d'Amérique, la 52 Able et la 52 Baker, dans lesquelles, entre autres, on retrouve José Marette, Marcel de Knop et encore quelques autres. Nous volons nous devons être lâchés sur F-84 parce que jusqu'à notre promotion, en fin d'entraînement, on n'a pas fait l'entraînement à la gunnerie. La prom suivante, qui est la 52 Easy en réalité, à partir de cette promotion et tout le reste de l'entraînement, les gars faisaient automatiquement un entraînement à la gunnerie en Arizona. Comme nous n'avions pas fait cette gunnerie, nous n'avions pas volé sur F-84 et nous avons été lâchés sur F-84E sur la petite piste parce qu'à l'époque n'existait que la petite piste à Florène. On construisait la grande piste mais elle n'était pas encore terminée. Donc, c'était cette petite piste sur laquelle, au mois de juin 1952 d'ailleurs, lors d'une manœuvre, 3 avions ont fauché leur train en atterrissant en 27, sur la piste 27, un F-84 belge, un F-84 américain qui était à Florène pour la manœuvre et un météore anglais d'un grand patron qui venait visiter la base lors de la manœuvre. Il faut dire que cette petite piste dont les bouts étaient en PSP, donc du steel planking, et du côté atterrissage 27, il y avait un creux. Et c'est ce creux qui a provoqué ce triple accident. Nous étions à l'époque des sous-officiers, parce que malgré que nous étions candidats officiers auxiliaires, l'administration générale des forces armées n'avait pas encore bien mis au point le statut des auxiliaires et nous sommes restés encore de longs mois sous-officiers. Nous étions sergents-pilotes brevetés et nous avons d'ailleurs été nommés sous-lieutenant avec effet rétroactif. Mais malheureusement, entre-temps, un soir à Bruxelles, à la porte de Namur, je me suis fait attraper par des MP. Il était plus de minuit. Je rentrais chez moi où j'habitais près du Sablon. Et l'adjudant COR qui était dans la Jeep MP me dit « Bonsoir, sergent. »« Bonsoir, mon adjudant. Avez-vous votre permission de nuit ?»« Non, mon adjudant. » On m'a fait monter dans la Jeep
On m'a amené à la caserne des Petits Carmes, où on a pris mon identité, etc. Et où j'ai dû rester dans le corps de garde toute la nuit, assis sur une chaise. Et à 7 heures du matin, on m'a dit « Ok, maintenant vous pouvez partir ». Je suis rentré en train, parce que j'avais raté les copains qui étaient en voiture. Je suis rentré en train à Florence, je suis arrivé en retard naturellement. J'étais me présenter à mon CEO, j'ai été lui raconter ce qui s'était passé. 2-3 jours après, il m'a appelé, il m'a dit, au rapport, il m'a dit, et alors, snul, parce que c'était son mot favori, snul, t'avais qu'à demander une permission, hein? Oui, mon capitaine. Ben tant pis, je dois quand même te donner 4 jours de balle. Et ça a été les 4 seuls jours d'arrêt que j'ai jamais eu dans ma carrière. Comme sous-officier, alors que j'aurais dû être sous-lieutenant. Mais malheureusement, c'est arrivé plus tard. Enfin, la vie en escadrille était formidable. On volait à l'époque, faut vous rendre compte, on avait en Belgique des low-level NAF à 100 pieds. En Belgique. Et pas en Ardennes, dans toute la Belgique. On avait 4 navigations, A, B, C, D, qu'on volait les jours pairs dans un sens, les jours impairs dans l'autre sens, et qui couvraient toute la Belgique. J'ai vu des paysans dans les champs qui prenaient des pommes de terre ou des betteraves et qui voulaient nous les jeter, parce que quand on dit 100 pieds, entre 100 pieds et 0 pieds, c'est difficile de faire la différence. Donc on était au radada. On volait aussi beaucoup en Allemagne, naturellement, où nos targets étaient tous les vieux aérodromes allemands, Warrenbusch, Rheine, Hobson et encore beaucoup d'autres dans tout le nord de l'Allemagne, où on volait en navigation à basse altitude. Là, c'était aussi à n'importe quelle altitude, puisque à l'époque, nous étions les vainqueurs et il n'y avait personne qui osait rouspéter. Une particularité de l'époque, c'était le vol aux instruments. Nous, dont j'ai parlé tout à l'heure déjà, nous, après notre entraînement, nous avions reçu un brevet, la carte blanche, comme on l'appelait, qui était un brevet de vol aux instruments, qui permettait d'atterrir donc dans certaines conditions. Mais cette carte blanche, enfin ce système de carte blanche verte et master verte, n'est arrivé en Belgique que 4-5 ans plus tard, ou plus tôt, je ne sais pas. Mais... Et en Belgique, il y avait une caractéristique, on ne pouvait pas voler, on ne pouvait pas descendre et tourner et virer dans la même manœuvre. Donc, pour faire une procédure de retour à la base, il fallait en altitude s'éloigner pendant un quart d'heure en altitude, voler, faire le vol retour vers la base en restant en altitude, et on pouvait seulement commencer à descendre quand on était face à la piste. Il n'y avait pas de GCA à l'époque, donc on arrivait jusque... On était amené en QGH, comme on appelait ça, par la tour de contrôle, par le Homer. Et quand les GCA sont arrivés, d'ailleurs, je connais un monsieur pour qui j'ai beaucoup d'admiration et qui a été un de mes chefs. Il avait juré qu'il n'emploierait jamais ce système pour venir atterrir. Il a été pilote et il a même commandé la base de Florence à un certain moment. Il faut dire qu'à l'époque, il y avait beaucoup d'accidents et les gens
en Belgique, n'avaient pas un bon entraînement au vol aux instruments. Et dès qu'ils se présentaient à Kunim, il y avait 2 ou 3 avions dans le sol avec des pertes de pilotes. Ils essayaient toujours soit de voler en dessous des nuages jusqu'au moment où ils étaient dans le sol, ou bien ils étaient pris dans le mauvais temps et n'ayant pas l'habitude de voler aux instruments, ils perdaient les pédales et ils avaient le vertige et ils se repiquaient. À l'époque, on devenait très rapidement des anciens parce que l'afflux des pilotes, c'était les promotions qui arrivaient d'Amérique, des jeunes pilotes brevetés. Donc nous, les presque plus anciens brevetés d'Amérique, nous devenions très rapidement des anciens. Et par exemple, moi-même, après 6 mois en escadrille, j'étais déjà pair leader. Après 10 mois, je faisais un cours de section leader avec mon commandant d'escadrille, le major Crickly à l'époque. Il avait été nommé major entre-temps. Et après 2 ans et demi d'escadrille, j'étais déjà commandant de flight. Donc, c'était des promotions très rapides, étant donné qu'il n'y avait pas beaucoup de pilotes plus anciens que nous. Et par contre, il arrivait tout le temps de plus en plus nombreux les jeunes pilotes. En 1954, au deuxième semestre de 1954, nous avons été regroupés à la 3e escadrille de Florène pour préparer l'examen A. Pour ceux qui voulaient préparer l'examen A donc, et devenir officier d'active. J'ai eu la chance, dès le mois d'octobre 1954, je me suis présenté à l'essai, à l'examen A, interforce à l'époque, encore à l'école militaire. Et je réussis la première partie, les littéraires, comme on les appelait, donc, français, flamand, histoire, géographie. Et une semaine après avoir reçu donc, les résultats de la première partie, que je n'attendais pas, avait lieu la seconde partie, les scientifiques. Donc, les mathématiques, la chimie et la physique. Et là, je n'ai pas dormi pendant une semaine, jour et nuit, j'ai étudié surtout la géométrie, la chimie. J'ai étudié quelques choses, comme les bases, des choses pareilles. J'essayais de m'orienter et je me suis présenté quand même à la deuxième partie et je ne sais pas pourquoi j'ai réussi avec 504,5 sur 1000, mais c'était suffisant, j'avais réussi. Et là, en rentrant de mon examen A, j'ai été pris par le lieutenant-colonel Remy, qui commandait le groupe de vol, et qui m'a pris comme son adjoint Ops and Training. Et en février 1955, l'état-major a eu l'occasion d'envoyer 2 pilotes à la Fighter Weapons School à Nellis Air Force Base pour un cours d'instructeur de tir. Et j'ai eu la chance, le colonel Remy, qui était commandant du groupe de vol, m'a dit: Georges, comme récompense pour ton examen A,
c'est toi qui es sélectionné pour Florène pour aller suivre ce cours. Je suis parti avec le Lang Excelmans de Kleine-Bourgel, qui n'avait pas réussi l'examen A, mais enfin, Kleine-Bourgel l'avait désigné, lui. Et nous sommes partis pour 4 mois aux États-Unis. On nous a envoyés à l'école, au Language School, comme on l'appelait, à Lackland Air Force Base, à San Antonio, pour suivre un cours d'anglais. Alors je me suis battu, j'ai dit, écoutez, j'ai fait 13 mois aux États-Unis, j'ai les ailes de pilote américain, donc je crois que je sais quand même, je parle quand même un petit peu l'anglais. Ah non, non, c'est une loi, tous les étrangers qui viennent suivre un cours en vol aux États-Unis doivent passer par le Language School. Et nous sommes partis à San Antonio. Nous sommes arrivés là le dimanche après-midi. Le lundi matin, à 8 h, nous sommes présentés au Language School. On nous a donné l'examen de sortie. Nous avons fait 96 ou 98%. Et nous avons eu 4 semaines de congé à San Antonio. Parce que nous ne pouvions rien faire d'autre que nous n'avions pas à suivre les cours. Nous avons un peu aidé l'école en retranscrivant des conversations radio entre la tour et les pilotes et les avions. Et puis nous avons aidé les jeunes démocrates américains à remettre en ordre leur QG, leur QG, donc la maison dans laquelle ils se rassemblaient. Alors pendant toute la journée, on peignait, on remettait le QG en ordre avec les épouses, et puis le soir, quand les maris avaient rentré du travail, on sortait avec eux, on était reçus chez eux, ou on allait tous ensemble au restaurant. Ils nous avaient même donné une voiture pour faire nos déplacements. C'était formidable. Nous avons passé un mois merveilleux à San Antonio. Et puis nous sommes partis à Las Vegas en train. Nous avons traversé les États-Unis en train du Texas, donc de San Antonio jusqu'à San Bernardino en Californie, et puis remonter sur Las Vegas pour suivre le cours de Fighter Weapon Instructor, donc instructeur de tir, sur F-84G également. Et là, nous étions tous les deux encore sous-lieutenants, et nous étions avec des capitaines, des lieutenants-colonels, des majors. Et chaque fois, pendant les briefings, les instructeurs disaient, quand ils parlaient de faire ceci, faire cela, « We are no second lieutenant ». Nous ne sommes pas des sous-lieutenants. Et alors, le Lang Excelmans et moi, plus un Hollandais qui suivait le même cours, on se levait et on disait « We are, sir ». Parce que c'était flagrant, quoi. Nous étions les seuls sous-lieutenants dans toute la bande. Et nous avons appris, donc, nous avons fait de tir air-air, de tir air-sol pendant les trois mois. Nous avons assisté là-bas à des explosions atomiques, de jour et de nuit. De jour, on était donc sur la base et les explosions se passaient à pas grande distance, là, dans le désert du Nevada. Et on voyait très bien, d'abord, on devait fermer les yeux au moment de l'explosion pour ne pas être ébloui. Et puis, dès qu'on ouvrait les yeux, on voyait la formation de ces champignons. Mais comme si on était tout près, quoi. Et de nuit, c'était encore plus flagrant parce que même avec les yeux fermés, on voyait l'explosion, quoi, tellement c'était lumineux. Et puis, on voyait cette boule de feu énorme
et puis la formation de ces... Ils avaient toujours calculé le jour de l'explosion en fonction des vents pour que les nuages se déplacent quand même dans le sens des déserts, jusqu'au jour où ils se sont trompés. Et c'est pas pendant que nous y étions, c'est arrivé un peu après, ils avaient mal calculé et les vents ont ramené le nuage dans le mauvais sens, quoi. Il a fallu mettre les gens en confinement. C'était un peu dangereux quand même. Une expérience assez bizarre. Nous étions donc là à Las Vegas et je ne dirais pas tous les soirs, mais très régulièrement, nous sortions bien sûr dans tous les casinos sur le strip, qui n'était pas ce qu'il est aujourd'hui naturellement, mais c'était déjà malgré tout la ville du jeu et on passait des soirées formidables, on assistait à des shows fantastiques en recevant même des drinks gratuits du moment qu'on jouait sur les tables de jeu, etc. On y a d'ailleurs perdu un petit peu d'argent, mais enfin, on s'amusait. Rentré à Florène, après cela, j'ai été repris au groupe de vol par un nouvel OSN, le colonel Papeyans, le Papou, comme on l'appelait, qui m'a pris donc comme Ops and Training et PAI, donc Pilot Armament Instructor, comme on dit, c'est-à-dire instructeur de tir pour toute la base. À ce moment-là, en septembre 1955, est arrivé le F-84F. Et en tant que pilote du groupe de vol, j'ai eu la chance de pouvoir être un des premiers à voler sur F-84F dès le mois de septembre. Et au mois d'octobre, j'ai été envoyé à Ypenburg, en Hollande, où se faisait la réception des F-84F qui arrivaient d'Amérique sur des porte-avions. Ils étaient déchargés des porte-avions, ils étaient tractés du port de Rotterdam jusqu'à Ypenburg par l'autoroute. Et puis là, ils étaient démontés en usine, ils étaient remis, ils étaient testés, et j'étais chargé donc de faire la liaison avec l'usine, Aviodiepen, comme on appelait, qui dépendait de Fokker. Et je ramenais les avions belges qui avaient été donc testés, je les ramenais à Florène, et puis on me ramenait là-bas en T-33, ou bien j'y retournais en train ou en voiture le week-end suivant. Je suis resté là pendant 6 mois, où j'avais pris une chambre chez l'habitant pour perfectionner mon néerlandais, puisque je devais passer mon examen linguistique pour devenir officier d'active. Après cela, je suis resté tout un temps encore au groupe de vol, et puis j'ai fait, je ne vais pas reprendre chaque fois, j'ai fait l'aller-retour entre le groupe de vol et la première escadrille. Au groupe de vol, j'ai eu donc trois commandants du groupe de vol, le colonel Remy, le colonel Papeyans et puis le colonel Temans. Et à la première escadrille, j'ai eu le commandant Caillot, qui est devenu major pendant que j'y étais, et puis le major de Wulf, et enfin le commandant Torder, Gus Torder, à la fin, que j'ai même dû remplacer comme COAI pendant qu'il suivait ses cours de major. Donc là, pendant toute cette période
entre le groupe de vol et la première escadrille. Nous avons été à Sylt très régulièrement. Et là, il faut remarquer que en hiver, à Sylt, on volait au-dessus de la mer, dont la mer qui était gelée le long des plages. On volait au-dessus de la mer pour le tir aérien en simple combinaison de vol avec uniquement une Mae West. Mais qu'est-ce que ça nous aurait sauvé dans cette eau glacée si on avait dû sauter? Il y a eu d'ailleurs 2-3 accidents où nous avons perdu des pilotes, mais pas de Florène, mais des pilotes de Chiers qui sont restés dans l'eau, qui n'ont jamais été sauvés. C'était de la folie, mais à l'époque, on ne s'en rendait pas compte et on n'y pensait même pas. Entre-temps, comme j'étais devenu un spécialiste armement et balistique, j'ai dû donner cours à l'EPSL à Laeken, aux candidats sous-lieutenant des 3 forces. Entre autres, Xavier Janssens et Camille Gossens, et un certain Bortolin, qui était de ma promotion d'élève pilote, mais qui n'avait pas réussi, mais qui était devenu officier enfin qui voulait devenir officier d'active et qui faisait son cours qui avait passé l'examen A et qui suivait le cours à l'EPSL. Et puis, en février 1957, nous sommes partis à l'EPOA, à Coxyde, pour suivre des cours qui nous permettaient donc de devenir officiers d'active. L'EPOA, qui était donc l'école de perfectionnement pour officiers d'active, un peu l'équivalent de l'EPSL, mais qui était, nous étions déjà tous des officiers à l'époque, au moins premier lieutenant. Et c'est là, à Coxyde, que j'ai rencontré mon épouse, Josiane, au Carillon du Bois, qui était ce qu'on appelait une boîte à pilotes, où nous avions joué un match de foot et on prenait la pinte, comme d'habitude, en jouant au dé, avec le colonel Piquin, avec José Marette, Marcel de Knop, Adelin Daup, encore beaucoup d'autres. Et j'ai rencontré Josiane, qui est devenue mon épouse et qui est toujours mon épouse après 62 ans. Je suis rentré à Florène, à la première escadrille, comme flight co. Et en avril 1958, nous nous sommes mariés. Et j'ai 2 très bons souvenirs, force aérienne, de cette journée. C'est qu'en sortant de l'église, en pleine route nationale, rue nationale, qui est une des rues principales de l'île, nous sortons de l'église et à ce moment-là, passe dans le ciel un J formé par les pilotes de la première escadrille, l'idée par le Souf, qui était l'Obs-Officer. Et l'après-midi du mariage, le dîner se faisait au Mont Kemmel en Belgique, qui était un lieu habituel pour mes beaux-parents. Et ils avaient choisi cet endroit-là pour le dîner de mariage. Et l'après-midi, c'était le jour
je ne sais plus si c'était la répétition ou l'inauguration de l'Expo 58. Le 14 avril, il faudrait voir, mais... Et après le survol de Bruxelles et de l'Atomium, cette belle photo où on voit les F-84 dans l'Atomium, la première escadrille s'est détachée de la formation et est venue au Mont Kemmel, et où ils nous ont donné le show aérien fantastique. Ce restaurant, cet hôtel-restaurant qui est au-dessus du Mont Kemmel et qui domine la plaine, on voyait les avions d'en haut. Et si on avait ouvert les fenêtres du restaurant, ils seraient passés à travers, tellement ils ont bité l'endroit pendant 10 minutes, un quart d'heure. C'était une moulachka terrible. Un souvenir inoubliable. Après ça, je suis donc rentré à la première jusqu'au jour où le colonel Teemans, OSN, m'a de nouveau appelé au groupe de vol comme Ops and Training et PI, donc instructeur de tir. Et puis je suis retourné à la première comme Ops Officer, officier d'opération, après le départ de Souf. Et là, je suis resté encore un peu plus d'un an avec le major de Lul et puis le commandant Order. Et là, j'ai deux bons souvenirs. C'est mon vol le plus long de ma carrière, qui est un vol high, low, high, comme on appelle, jusqu'à Venise. Donc en grimpant en altitude, en contournant le Mont Blanc, en descendant toute la vallée du Pô, jusqu'à Venise, faire 2 tours de Venise à basse altitude, ça se faisait encore à l'époque, et tout ça sans plan de vol d'ailleurs, à l'époque. Et puis revenir à basse altitude jusqu'aux environs de Vérone, et là, quand les réservoirs extérieurs étaient vides, remonter, recontourner le Mont Blanc et arriver vers Saint-Dizier en France, le throttle, donc la manette à gaz au ralenti, et descendre et venir atterrir à Florène avec à peu près 800 livres de carburant. Tout ça en 2h50 de vol. C'était un souvenir inoubliable. J'ai fait également, à cette époque, au mois de septembre 60, l'entraînement HAPS-LAPS, comme on l'appelait, donc pour l'entraînement pour larguer des projections atomiques. Parce que les deux escadrilles faisaient l'entraînement. Finalement, ce n'est pas la première escadrille qui en a eu le rôle final, mais nous avions fait l'entraînement, tout comme les pilotes de la deuxième escadrille.